Ok, bienvenue pour la capsule 241. Donc, on va parler un petit peu de tests dans cette capsule et en particulier, le but est d'essayer de parler de deux notions importantes qui sont les notions de significativité et de p-value. Donc, je vais juste essayer de partager mon écran. Ok, donc testing et p-value. Donc les notions de test, je pars du fait que vous savez quand même en gros ce que c'est, mais l'avantage c'est qu'on a tous une représentation des thèses. Pensez à un test de grossesse, un test d'alcoolémie, ce genre de choses. Donc le test, c'est ce qui permet de trancher. Donc on va voir la situation réelle. Donc typiquement test de grossesse, la personne est enceinte ou la personne n'est pas enceinte. Et le test nous aide à prendre une décision. Donc le test va nous dire, je pense que cette personne est enceinte ou je pense que cette personne n'est pas enceinte. Et bien sûr, on pourra faire des erreurs. Donc je vais revenir dans la capsule juste après sur les notions d'erreur, mais pour le moment, on va essayer de construire déjà des tests. Donc je vais commencer par un exemple qui est celui que j'avais abordé dans la première section, donc qui était sur observation versus expérimentation dans le cas des données, où on avait parlé du vaccin justement contre la polio. Donc on avait vu qu'il y avait une expérience randomisée qui avait été faite, dans lesquelles on avait donné, on avait fait des piqûres aux enfants. La moitié en gros contenait le vaccin, l'autre moitié contenait un placebo, et on regardait les résultats quelques mois après. Et je vous avais donné des chiffres, okay, en vous disant que ça suffisait pour conclure que le vaccin était efficace. Mais la grande question, c'est est-ce que c'est vraiment différent? On avait parlé de notion d'incertitude, on a vu un petit peu les notions d'échantillonnage. Est-ce qu'une différence qu'on observe, elle est due à du bruit et à une différence d'échantillonnage ou pas? Donc pour ça, on est obligé de formaliser cette notion de probabilité, donc d'incertitude d'échantillonnage, euh, et on va l'utiliser maintenant en disant qu'est-ce qui se serait passé si j'avais eu d'autres échantillons? Est-ce que la différence que j'observe, elle aurait été consistante et elle me permettrait en fait de dire que la différence que j'observe n'est pas un bruit statistique, mais elle répond à un signal fort différent. Donc là, c'est la notion de significatif et ça nous permet de faire des tests et donc de trancher entre le vaccin ne sert à rien ou le vaccin sert à quelque chose, et donc de prendre une décision de oui, je pense que le vaccin sert à quelque chose. Okay. Donc je vais juste revenir sur les ordres de grandeur. Donc classiquement, on va introduire. Donc les tests que je vais vous présenter sont des tests assez standards. Donc le premier, c'est le test d'IZ, qui est basé sur des valeurs moyennes ou des proportions. Donc la différence, c'est quoi? C'est de regarder la différence entre ce qu'on observe dans notre échantillon et ce qu'on espère. Alors, ce qu'on espère, c'est ce qu'on va espérer sous une hypothèse. Ce que proposait donc c'est la terminologie qu'on va retrouver depuis Fisher. C'est les travaux de Ronald Fisher sur la théorie des tests. Ce qu'on s'attend à avoir, c'est sous une certaine hypothèse qu'on va appeler H0. Donc, c'est une hypothèse qu'on essaie de tester. Et dans l'idée de la construction des tests, ce qu'on espère, c'est la rejeter. Okay. Donc, dans un monde idéal, ce qu'on voudrait, c'est rejeter cette hypothèse. Donc classiquement pour un test, l'hypothèse c'est le test ne sert à rien. Et ce qu'on veut, c'est je veux pouvoir affirmer que s'il sert à quelque chose. Okay. Par défaut, je suppose que mon hypothèse H0 est vraie, j'ai envie de la rejeter avec une confiance relativement importante. Okay. Donc ce qu'on va s'attendre à avoir, c'est qu'est-ce qui se serait passé si jamais l'hypothèse H0 était vraie. Okay. Donc H0 ici, quand on fait un test, c'est le test ne sert à rien. C'est-à-dire que ce que je m'attends à avoir dans mes deux populations, population de contrôle et population de traitement, soit du même ordre de grandeur. D'accord? Et le problème, c'est que je ne peux pas regarder ces deux différences, essentiellement parce que j'ai un problème de dispersion. Okay. Donc, on va regarder cette différence qui est un indicateur. C'est si jamais je fais un test et je vous dis, j'ai interrogé deux populations. Dans ma première population, il y a 85% des gens qui m'ont dit qu'ils allaient voter pour A, et dans l'autre population, c'est 75%. Ok, j'ai une différence de 10, mais on voit bien qu'il y a un souci, c'est que chacune des valeurs, on l'a vu quand on a parlé un tout petit peu d'inférence, elle va être dispersée autour de la valeur qu'on a obtenue. D'accord. Donc quand je vous dis j'en ai obtenu 85%, ben en fait le 85% il est soumis à une erreur d'échantillonnage. Et plus mon échantillon va être grand, plus mon erreur va être petite. Okay. Et donc quelque part, plus le nombre de personnes que j'interroge dans mes deux groupes est important, plus une différence de 10 points, elle va avoir du sens et va me permettre de trancher avec confiance. Okay. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Donc je vais essayer de tenir compte de l'erreur d'échantillonnage, et ça c'est lié à la notion d'écart type. D'accord. Donc ce qu'on peut montrer, c'est ce petit résultat avec les mains, qui est que la différence entre ce que j'observe et ce que j'espère, normalisé,
devrait suivre une loi normale, essentiellement parce que les grandeurs qu'on observe, c'est l'idée de l'approximation du théorème central limite, c'est en gros quelque chose de gaussien. D'accord? Donc quelque chose de gaussien, je le centre et je le réduis, je devrais m'attendre à avoir quelque chose qui suit une loi normale N01 si mon hypothèse H0, donc si ma valeur espérée est effectivement la bonne. Okay, donc ce qu'on va voir, c'est est-ce que la valeur que j'observe, elle a du sens suivant une loi normale. Si jamais la grandeur n'a pas de sens, donc par exemple, si jamais vous attendez à avoir une loi normale, je vous rappelle, une loi normale, c'est une distribution en cloche qui est généralement comprise entre -2 et 2. Donc 95% des cas, vous êtes entre -2 et 2. Donc ce qui va se passer, c'est que si jamais vous tombez sur +5 ou -5, c'est qu'il y a un souci. Et donc vous allez rejeter. Donc la notion de confiance, elle va être liée à cette valeur. Okay, plus ma valeur sera grande, plus vous allez rejeter avec une confiance importante. Mais c'est ça qu'on va utiliser. Donc, la construction du test, elle est simple. Hein. Je spécifie ce qui est mon hypothèse H0, je dis ce qui est mon hypothèse alternative. Donc, généralement, c'est qu'H0 n'est pas vrai. Okay, donc, on peut faire des petites subtilités et des discussions autour de ça. Mais donc, on a cette hypothèse H0. Et encore une fois, H0, c'est ce que j'espère rejeter. Okay, quand vous construisez un test, l'idée, c'est que le test ne sert à rien. Okay, ce que vous allez tout faire, c'est trouver une procédure qui vous permet de trancher et de rejeter cette hypothèse-là. Donc, mon hypothèse H0, c'est que les deux groupes ont les mêmes chances d'obtenir la polio. D'accord? Donc, je vous redonne les ordres de grandeur ici. Donc, on va essentiellement travailler sur l'échantillon randomisé. Alors, il y a eu les deux groupes. Hein. Il y avait le groupe de gauche, qui est celui où c'était sur les élèves de deuxième année, qui était notre traitement. Et le contrôle, c'était les élèves de première et troisième année, avec un échantillon qui n'était pas en double aveugle. Et donc, il y avait un biais relativement important avec beaucoup de non-consentement, en particulier dans le groupe qui était supposé être le groupe de traitement. Okay. Et le cas le plus intéressant, c'est le cas de droite, qui est une expérience pure randomisée, où on a des groupes, donc, qui sont les groupes qui sont définis ici, donc quand même des groupes assez gros, avec 200 000 personnes. Donc ça aussi, c'est une grande difficulté des tests, hein, c'est que faut avoir suffisamment de monde pour pouvoir avoir une certaine validité. Donc ici, on voit que dans le groupe de contrôle, on est sur des ordres de grandeur importants, 142 et 57. Okay. Et donc, on se demande juste, est-ce que ces 142 et ces 57 sont importants? Je vais juste faire une petite pause, excusez-moi. Me revoilà. Donc, on a cette hypothèse H0 qu'on essaie de tester, et l'hypothèse alternative, c'est que H0 n'est pas vrai. D'accord? Donc, ce qu'on va utiliser, c'est en gros les chiffres qui sont là, c'est ce 53, ce 142, okay, et se demander, est-ce que je peux les analyser? Donc, la variable qu'on va essayer de modéliser, c'est simple, c'est tout simplement le nombre de personnes dans chacun des groupes. Okay, donc, les 157, bah, ça sera tout simplement... donc, je vous rappelle qu'on fait un test, on a une certaine probabilité P d'avoir la maladie. Okay, donc, si jamais j'ai N personnes, bah, dans ces cas-là, ce qu'on va dire, c'est que X suit une loi binomiale de paramètres NP. Okay, donc, vous avez 200 000 personnes qui sont dans le groupe, une probabilité P d'avoir la maladie. Okay, dans ces cas-là, le nombre de personnes qui ont la maladie, ça suit une loi binomiale BNP. Okay, et ce qu'on a vu dans les théorèmes d'approximation, c'est qu'en fait, je pouvais dire qu'à peu de choses près, cette chose-là, ça suivait une loi normale qui est centrée sur la valeur moyenne, n fois p, et dont la variance, c'est np pour 1 moins p. Okay, donc, là aussi, on peut faire une petite approximation, c'est qu'on sait que p est très faible. Okay, donc, 1 moins p, c'est sûrement très très proche de 1. D'accord, donc en fait, on peut montrer que la variance, elle est à peu près égale à n fois p. D'accord, donc on va s'intéresser à nos deux groupes, donc le groupe des traités et le groupe du groupe de contrôle. Okay, donc dans les deux cas, on va supposer qu'on a une loi normale, et ce qu'on va se demander, c'est qu'est-ce que je peux dire sur la différence. Ce qu'on peut montrer, c'est que la différence de deux lois normales qui sont indépendantes, c'est encore une loi normale. Okay, donc on va récupérer cette propriété, qui est que le nombre, la différence entre ces deux, donc ici ce 57, ça doit être un tirage d'une loi normale, ce 142 doit être un tirage de loi normale, et ce qui nous intéresse surtout, c'est la différence. Donc la différence ici, elle doit être à peu près aussi distribuée suivant une loi normale. Okay. On peut calculer sa variance, donc la variance, encore une fois, c'est une différence de deux lois normales. Alors je vous avais dit que la variance d'une somme, c'est la somme des variances quand on est indépendant, mais la variance d'une différence, c'est aussi la somme des variances. Okay. Donc on peut calculer la variance de la somme, et là on va se mettre sous l'hypothèse H0. Donc la différence entre ces deux grandeurs-là doit suivre une loi normale qui est centrée sur quelque chose, okay, et c'est justement ce quelque chose qui va m'intéresser. Si jamais mon hypothèse H0 est vraie, ben dans ces cas-là, ça veut dire que la différence delta doit être égale à 0.
Okay, en tout cas, l'espérance, elle doit être égale à 0. D'accord. Donc, j'obtiens 142,57. Je suppose donc que je m'intéresse à cette différence entre les deux. J'ai normalisé les nombres histoire d'avoir un calcul un peu plus simple. Okay. Donc, j'obtenais ce 142 et ce 57. Je vais regarder les, je divise par l'écart type, donc la racine carrée des variances, donc la racine carrée de la somme des n. Donc, je rappelle que la variance, je l'approchais par NP. Okay. Donc, NP, c'est directement, donc c'est le nombre total d'individus fois la probabilité, donc c'est en fait le nombre de personnes que j'observe. Okay. Et donc, quand je fais cette différence, ce qu'on observe, c'est que la valeur de la différence entre les deux tailles de groupe normalisées par les écarts types me donne très exactement 6,1. Okay. Donc, normalement, ça devrait suivre une loi normale centrée réduite si mon hypothèse H0 était vraie. Donc, la loi normale centrée réduite, elle est comme ça. Elle est centrée sur 0 et elle est comprise entre moins 2 et 2 dans 95% des cas. Donc, l'air ici vaut 95%. Et on tombe sur une valeur qui vaut 6. Donc la question, c'est est-ce que c'est possible de tomber sur 6 avec une loi normale N01? Et la réponse est normalement non. Okay. Donc si je pense que ce n'est pas possible de tomber sur 6 avec une loi normale N01, ben dans ces cas-là, c'est que je pense que mon hypothèse H0 n'était pas vraie. Et dans ces cas-là, j'ai intérêt à rejeter mon hypothèse H0. Donc c'est comme ça qu'on met en place un test. Okay. On fait une hypothèse qui est celle qu'on veut rejeter. Donc ça va être les valeurs sont égales, les deux groupes sont identiques, la pente elle vaut 0 quand on fait une régression, ce genre de choses. On va trouver une statistique dont on connaît la distribution si mon hypothèse H0 était vraie. Donc par exemple ici, je m'intéresse à la différence entre les tailles moyennes dans chacun des groupes ou les proportions dans chacun des groupes. Je vais les normaliser correctement pour avoir des lois, si possible, qui ne dépendent pas des paramètres. Donc typiquement ici une loi N01. Donc en divisant par l'écart type, je récupère une loi N01 et je calcule ma statistique. D'accord. Donc, en gros, quand on a deux groupes, on va prendre la différence. La différence en tant que telle, elle ne m'intéresse pas. C'est qu'avoir une différence ici, entre 142 moins 57, avoir une différence peut-être de l'ordre de 90, c'est important, mais 90 en tant que tel, ça ne veut rien dire. Ce qui est important, c'est cette normalisation. Donc, je normalise par les écarts types. Et dans ces cas-là, je dois récupérer une loi normale centrée réduite. Donc, c'est comme ça qu'on va mettre en place cette procédure de test. Okay. Donc, ça, c'est le premier test le plus populaire. C'est cette différence des moyennes. Donc, c'est le Z-test. Il y a un autre test qui pourrait être intéressant, c'est, je vais juste remonter un tout petit peu, c'est le test du Chi2, chi-square, qui avait été proposé par Pearson. Donc c'est un test qui est plutôt un test d'indépendance ou un test d'ajustement de loi. Okay. Donc ça revient à dire, ça permet de faire non pas des tests sur une valeur, mais plutôt sur une distribution. Donc je vous le fais par exemple sur un dé. Okay. Vous vous demandez si un dé est biaisé ou pas. D'accord. Donc, vous pourriez vous dire, je vais lancer plein de fois, puis si ma valeur moyenne, elle ne tombe pas sur la vraie valeur moyenne, c'est que mon dé est truqué. Mais on voit que ça ne suffit pas, c'est que ça peut marcher sur une pièce. Une pièce, ça peut prendre que deux valeurs. Donc, si jamais vous faites 1000 fois des lancers et que vous ne tombez pas à peu près sur 50%, c'est que votre pièce est truquée. Sur les dés, c'est un peu plus compliqué, surtout que les dés, il y a le fait que si je peux peut-être éventuellement tomber beaucoup sur 1 et sur 6. Okay. Et donc, si jamais je tombe sur les valeurs les plus extrêmes, dans ces cas, peut-être que ma distribution elle reste symétrique. Et si elle reste symétrique, en moyenne, je tombe quand même sur 3,5. Donc, on va essayer de trouver quelque chose d'un peu plus intéressant. Et quand je lance un dé, je peux regarder la distribution. Donc, je regarde le nombre de 1, le nombre de 2, le nombre de 3, le nombre de 4, le nombre de 5, le nombre de 6. Okay. Donc, au lieu de s'intéresser à une seule valeur, on s'intéresse à la distribution, c'est-à-dire à plein de valeurs. D'accord. Donc, j'obtiens les valeurs observées. Donc, je ne sais plus combien de lancers j'ai fait 60 lancers ici. Okay. Et j'ai obtenu ces valeurs-là. Donc, j'ai obtenu peut-être un peu plus de 3 et de 4 okay, que ce que j'aurais dû avoir si jamais j'avais lancé un dé 60 fois. Maintenant, est-ce que cette différence, elle est significative? Est-ce qu'elle a suffisamment de sens pour que je puisse trancher et affirmer que mon dé est truqué? C'est toujours la même chose. On suppose que mon dé n'est pas truqué. Et je vais essayer de trouver une statistique dont je connaîtrais la distribution si mon dé n'était pas truqué. Et je vais croiser les doigts pour que je rejette cette hypothèse H0. Donc la statistique avait été proposée par Pearson. Donc je vous rappelle que ma statistique Z, ça consistait à dire, je regarde la différence entre ce que j'observe, moins ce que j'espère, divisé par la standard deviation, donc l'écart type. Ici, on a des données qui sont déjà un peu normées. Okay. C'est qu'il y a une certaine propriété qui nous dit, ici je m'intéresse en fait à une distribution. Okay. Donc même si ici je le présente en termes de nombre, on voit que derrière se cachent des probabilités. Et donc, je suis déjà normé. C'est-à-dire que la somme de toutes mes observations par ligne, donc sur le nombre total d'observations que j'ai, ça vaut 60.
Donc c'est déjà normalisé quelque part. D'accord. Donc j'ai juste besoin de normaliser quand même un tout petit peu. Mais donc on va voir quelque chose qui ressemble à ça. Il manque une parenthèse ici. Donc ce que je vais regarder, c'est la différence des carrés entre ce que j'observe et ce que j'espère, que je vais normaliser quand même par ce que j'espère. Donc ça, je reviendrai peut-être un petit peu plus tard là-dessus. On voit apparaître quelque chose qui nous fait penser à une distance euclidienne. Okay. C'est que je m'intéressais à cette différence entre 4 et 10, entre 6 et 10. Okay. Je vais regarder dans toutes les dimensions et ce que je vais me demander, c'est est-ce que le vecteur qui se trouve là, il est proche de mon vecteur que j'espérais. D'accord. Donc mon vecteur ici, c'est n1, n6. Et donc je me demande, est-ce que ce vecteur-là, il est proche de ce vecteur n0? Et comme je travaille sur quelque chose de multivarié, la chose la plus simple, c'est de se dire, est-ce que la norme de n, elle est à peu près égale à la norme de n0? D'accord. Donc on va s'intéresser à la différence des carrés entre ces objets-là. Donc ce qu'on voit apparaître, si je ne tiens pas compte des dénominateurs, c'est tout simplement une distance euclidienne. Ok. Donc ça a du sens. L'idée de la normalisation, c'est lié là encore, je vous renvoie à la série de capsules sur les maths, où je vous parle de la distance, et de la distance euclidienne, et je parle de la distance de Mahalanobis. Mahalanobis vous dit, des fois, c'est bien de corriger là aussi par la variance. Et en fait, c'est ce qui se cache ici. C'est qu'observer une différence de 5, dans l'occurrence, ici, j'ai quelque chose qui était équidistribué. Donc si jamais j'observe une différence de 5 entre mes 1 ou entre mes 6, c'est la même chose. Okay. Sauf que si jamais ma distribution n'était pas symétrique, observer 5 dans un cas où je m'attends à avoir des centaines d'observations, ou alors des cas où je m'attends à avoir 3, c'est pas la même chose. Donc on va normaliser par les effets des groupes, par les tailles des groupes. Okay. Donc c'est ce que propose cette distance du Qui2. La distance du Qui2 elle tient compte de la différence entre ce que j'espère avoir et ce que j'observe et ce que j'espère avoir. Je l'élève à la 2 pour avoir une distance de type euclidienne. Et j'ai juste besoin de normaliser comme dans la distance de Mahalanobis. Okay, donc c'est ce genre de choses qui se cache ici. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si l'hypothèse H0, qui est ce que j'espère, c'est la réalité, okay, donc l'expected, dans ces cas-là, je devrais avoir une loi du Qui2 à k-1 degré de liberté. On va perdre un petit degré de liberté, je ne vais pas rentrer trop dans les détails là-dessus. Et donc, on peut calculer nos statistiques à partir de là. D'accord. Donc, la distance, là encore, je renvoie aux capsules où je parle de la loi normale, où j'introduis à la toute fin cette distance, cette loi du Qui2. Okay. Donc, la loi du Qui2 avait été introduite par Pearson précisément pour ce test. Donc, on sait très exactement comment ça se devrait comporter si jamais mon hypothèse H0 était vraie ici. D'accord. Donc, une loi du Qui2 à k-1 degré de liberté, ce qu'il faut juste se souvenir, c'est qu'en gros, elle est centrée sur k-1. D'accord. Je vais avoir une certaine dispersion. C'est une loi asymétrique. Mais en gros, elle est centrée sur k-1. D'accord. Donc, ici, je calcule ma statistique. Donc, c'est simple. Je calcule la différence des carrés. Donc, en l'occurrence, ici, j'avais 4 et 10. Ma différence, c'est 6 et je l'élève à la 2. Et je divise par la taille que j'espérais avoir. Et je fais ça partout. Okay. Donc, je fais ça, par exemple, pour 3, on avait obtenu 17. Alors qu'on espérait 10, on a une différence de 7, 7 à la 2 divisé par 10, etc. Donc quand je fais cette somme des 6 valeurs, je récupère 14,2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer par rapport à la distribution d'une loi du Qui2 à 5 degrés de liberté. Okay. Donc je vous rappelle qu'on est à peu près centré sur K-1, donc en l'occurrence sur 5, et on tombe sur 14,2. Okay. Donc on est un petit peu extrême, d'accord, mais on ne sait pas trop à quel point. Donc c'est ce qu'on va essayer de formaliser par la suite. Okay. Donc on va aller chercher des interprétations. Et encore, je vais formaliser un petit peu tout ça parce que on va s'intéresser à ces histoires de distribution et la probabilité d'atteindre ces valeurs-là, ce qu'on appellera la p-value. Dernier petit exemple de test, c'est une extension du test qu'on vient de voir, qui est ce test du Qui2. Dans un cas un peu particulier, c'est un test d'indépendance. Donc ça sera intéressant parce que l'indépendance, ça va être la base de beaucoup de choses qu'on fera par la suite. On se demandera est-ce qu'une variable elle est associée à une autre. Okay, donc ça va être un test de corrélation, si vous voulez. Sauf que je le fais dans un cas discret. Okay. Donc exemple très simple. Est-ce que donc j'ai des observations ici. J'ai des hommes et j'ai des femmes, et je sais si les personnes sont droitières, gauchères ou ambidextres. Okay. Et je me demande, est-ce que le fait d'être gaucher ou pas est indépendant du genre. Okay. Donc, question assez simple et assez intéressante. Donc, on récupère des données et on peut faire ce tableau, donc ce qu'on appelle le tableau de contingence. Okay. Donc, je vais mettre ici ma variable de genre. Ici, je vais mettre ma variable de gaucher. On va faire ça. On va dire qu'on s'intéresse au fait d'être gaucher ou pas.
Et je me demande, est-ce que ma variable gaucher, elle est liée, elle est corrélée avec ma variable d'observation. Donc, on obtient ici 6 valeurs. Okay, donc la seule chose, c'est que cette fois-ci, je suis dans un tableau, mais on voit que c'est le même problème que celui qu'on avait avant. Okay, c'est mes lancers de dés. On a 6 valeurs et on se demande, est-ce que ces 6 valeurs, elles sont proches de celles que je devrais avoir si mon hypothèse était mon hypothèse H0. Donc, dans le cas des dés, c'est facile. Un dé non truqué, on sait que ça tombe avec une chance sur 6 sur chacune des faces. Ici, on se demande, c'est quoi le fait d'être indépendant. Donc, on a besoin de cette référence, encore une fois. J'ai besoin de savoir ce qui se passe sous mon hypothèse H0. Mon hypothèse H0, c'est que les deux sont indépendants. Okay. Donc, qu'est-ce qui se serait passé si jamais j'étais indépendant? Ben, c'est assez facile. C'est qu'on utilise ici la définition d'indépendance. J'ai deux variables qui sont indépendantes, si et seulement si. La probabilité de ce que je devrais observer dans un certain état. Okay. Donc, propriété R sur le fait, par exemple, le fait d'être droitier et le fait d'être un homme. Okay. Donc, la probabilité du nombre de personnes que je devrais observer dans la catégorie droitier-homme, ça devrait être le produit des probabilités marginales. Donc, ça va être la probabilité d'être droitier multipliée par la probabilité d'être un homme. Okay, c'est la définition même de l'indépendance. Donc, si j'étais indépendant, je devrais avoir cette écriture-là. Donc, je peux l'interpréter en termes de nombre. Ce qui m'intéresse, ce serait quoi le nombre théorique de droitier homme que je devrais avoir? Ben, c'est n fois ces deux probabilités. Ces deux probabilités, je ne les connais pas, mais je peux les estimer. Et je peux les estimer tout simplement en utilisant les données dans mon tableau qui sont les valeurs des sommes par ligne et par colonne. Okay, la probabilité d'être un homme, ben, c'est facile, c'est la proportion d'hommes que j'ai dans ma population. C'est très exactement 1067 divisé par 2237. Donc c'est cette chose-là. Donc ça me donne ma probabilité d'avoir été un homme. Et après, je vais mettre la probabilité d'être droitier. Probabilité d'être droitier, ben, je regarde le nombre total de personnes droitières sur la taille totale de la population. Et je récupère cette probabilité-là. Donc, en raisonnant comme ça, ben, je peux récupérer le nombre théorique de personnes que je devrais espérer avoir de type droitier et de type homme dans l'hypothèse d'indépendance. Okay, et donc, on peut construire comme ça ce tableau théorique de qu'est-ce qui se serait passé si mes deux données, si mes deux quantités étaient indépendantes. Okay, donc, je récupère mes 6 valeurs, et là, on se retrouve exactement avec le même tableau que celui qu'on avait auparavant. J'ai ce que j'observe pour mes 6 valeurs, j'ai ce que j'aurais si mon hypothèse de H0 était vraie pour mes 6 valeurs, et je fais un test du Ki2. Nombre de ce que j'observe, nombre que j'observe de type I moins ce que je m'attends à avoir, divisé par le tout à la 2, divisé par ce que je m'attends à avoir. Okay, donc, je calcule ma statistique là. Alors, cette fois-ci, les degrés de liberté, c'est un petit peu plus tordu. Les nombres de degrés de liberté, c'est le nombre de lignes moins 1 fois le nombre de colonnes moins 1. Donc, c'est 3 moins 1, c'est-à-dire 2 multiplié par 1, 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Donc, j'ai 2 fois 1, donc ça me fait un Ki2 à 2 degrés de liberté. Okay. Donc, voilà la statistique du Ki2 que je m'attends à avoir si jamais j'avais mon hypothèse d'indépendance. Okay. Donc, on voit déjà qu'il y a des petites différences. En particulier, on voit qu'ici, j'ai plus d'hommes que j'observe qui sont gauchères que de femmes, alors que je suis à peu près moitié-moitié dans ma population. Mais quand je regarde ce que je m'attendrais à avoir, je m'attends à avoir un petit peu plus quand même de femmes, parce que j'ai quand même un petit peu plus de femmes dans ma population. Okay. Donc je m'attendrais, si jamais j'étais effectivement indépendant, en fait ce qu'on peut montrer, c'est que les ratios qui se trouvent ici, dans la partie de droite, sont tous identiques. Okay. Le 1048 divisé par 956, c'est la même chose que 107 divisé par 98, qui est 15 divisé par 13, qui est 1170 divisé par 1067. Okay. Donc j'ai exactement les mêmes proportions partout. C'est l'idée même de cette indépendance, en fait. La proportion d'hommes, elle est indépendante du genre. Okay, c'est ce que me raconte le tableau droit. Pardon, la proportion d'hommes, elle est indépendante de gaucher ou droitier. Bref, je calcule ma statistique de test, j'obtiens 12. Okay, et la même chose que tout à l'heure. En théorie, je devrais avoir une loi du Ki2 à 2 degrés de liberté, c'est-à-dire essentiellement centrée à peu près sur 2. Je tombe sur 12. J'ai du mal à croire que je puisse tomber sur 12 avec une loi du Ki2 à 2 degrés de liberté. Donc, je vais avoir envie de rejeter mon hypothèse H0, qui est que le fait d'être gaucher ou droitier soit indépendant du genre. Okay, maintenant, on peut aller un tout petit peu plus loin, c'est ce que je mets dans ce slide. Je peux me demander, ce serait quoi la probabilité de tomber sur 12? Okay, c'est que c'est quand même possible, mais j'ai envie de la quantifier. Et en fait, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a 0,2% chance de tomber sur 12. Donc cette grandeur, elle va m'intéresser parce que je vais l'appeler la p-value. C'est la probabilité d'être tombé sur la valeur que j'observe si jamais mon hypothèse H0 était vraie. Okay, donc, si jamais j'avais effectivement une indépendance entre le fait de droitier ou gaucher et le genre, et que j'interrogeais au hasard 1237 personnes, okay, si jamais je répétais ça 1000 fois, donc je crée 1000 échantillons
de taille 2237 en interrogeant plein de monde dans plein de villages, etc. Si jamais effectivement j'étais strictement indépendant, il y a quand même 2 cas pour lesquels je pourrais obtenir les statistiques qu'on a obtenues. Okay, donc c'est possible qu'on ait 2 fois sur 1000 les données qu'on a observées, même si jamais on était indépendant. C'est relativement rare. Donc ce qu'on dira, c'est que cette probabilité, elle est trop faible. Et donc, si jamais je dois trancher, je vais plutôt me dire avec une certaine confiance que je peux rejeter mon hypothèse d'indépendance entre les 2 variables. Donc c'est ça l'idée de la p-value. Okay, donc on va continuer un petit peu à le formaliser, parce que derrière se cachent plein d'autres petits résultats, en particulier sur les tailles d'échantillons. Et les tailles d'échantillons, on en avait parlé un petit peu quand on avait parlé d'approximation et de théorème central limite. Donc, je vais juste le formaliser de manière un peu différente. Revenons à un jeu de pile ou face standard. Je fais n lancers de pile ou face, et j'ai obtenu 55% de pile, ou de face, peu importe. Donc en l'occurrence des piles. Et on se demande, est-ce que la pièce est truquée ou pas? Okay, donc si jamais je vous pose cette question comme ça, normalement vous devriez me dire, ça dépend de n. Okay, si jamais tu lances 20 pièces, je ne peux pas dire grand-chose. Okay, lancer 20 pièces et obtenir 11 fois pile, on se doute que c'est possible. Par contre, si jamais je lance 1 million de pièces et que j'obtiens 550 000 fois la pile, c'est sûrement qu'il y a quand même quelque chose d'un peu, il y a quand même un peu de biais dans ma pièce. Ma pièce est sûrement truquée. Okay, donc, comment on fait? On pose un test. Donc, on va formaliser tout ça. Donc, je vais définir une hypothèse H0. Encore une fois, c'est ce que je cherche à rejeter. D'accord? Donc, je vais supposer. Et encore, l'autre chose, c'est que souvent, on essaie d'avoir une hypothèse qu'on appelle simple. Donc, on va donner une valeur. On va dire que c'est indépendant. Donc, l'indépendance, je sais le définir. Non, l'indépendance, c'est compliqué à définir. Donc, je vais dire que je pense que ma pièce n'est pas truquée. Donc, je pense que ma vraie probabilité, c'est ma probabilité P0 qui vaut 50%. Okay, dans ces cas, grandeur assez classique, c'est de dire je vais regarder la moyenne. Je vais regarder la fréquence de piles que j'ai pu observer dans mon tirage. Okay, donc, c'est ce X bar. Donc, X bar, c'est ma fréquence. Si H0 était vrai, si ma pièce n'était pas truquée, je devrais avoir une pièce qui est centrée. Et donc, le nombre de moyens de tirage que je devrais avoir devrait tomber sur 1,5. Okay, donc, je m'attends à avoir quelque chose qui est centré sur 1,5 si ma pièce n'est pas truquée. Et centré à quel point? Ma variance, on sait qu'elle va être en... ma variance, je vous rappelle, elle est en NP à moins P. Ok, donc, alors, l'inverse de ça, d'accord, du P à moins P sur N. Okay, puisque ce qui m'intéresse, c'est ma variance de X bar. Donc, mon X bar, c'est 1 sur N, somme des XI. Okay, donc, quand je regarde la variance de cet objet-là, je dois récupérer 1 sur N à la 2 quand je le sors. La variance est une fonction quadratique, donc j'ai du 1 sur N à la 2, variance de ma somme des XI. Okay, la variance de la somme des XI, on le connaît, c'est que c'est une variance de termes indépendants, donc c'est N fois la somme des variances, enfin, c'est la somme des variances. Okay, donc ça va me faire du N P1 moins P, okay, qui était le premier dont je parlais. Donc ça, c'est la variance de ma somme. Okay, sauf que comme je m'intéresse à la moyenne, je divise par N2, donc j'ai du N divisé par N à la 2, donc je vais récupérer du 1 sur N, P1 P. Donc P1 P, encore une fois, c'est je me place sous l'hypothèse H0, donc c'est 1,5 fois 1,5, ce qui fait donc du 1 quart. Donc ma variance, elle vaut très exactement 1 quart divisé par N. Okay, donc si mon hypothèse H0 était vraie, ma moyenne elle devrait être centrée sur 1,5 avec une variance en 1 sur N. Okay, donc on peut dire qu'il y a 95 chances sur 100 pour que ma moyenne elle soit comprise entre 1,5 et plus ou moins 1 racine de N. D'accord, donc c'est ce que je vous montre sur le graphique de droite où j'ai généré plein de scénarios. Donc j'ai fait des lancers en l'occurrence à chaque fois de milliers de pièces qui étaient non truquées, et je regarde l'évolution de X bar. Donc les courbes jaunes sont plein de trajectoires de mes X bar. Ma courbe en bleu, c'est une des trajectoires possibles. Mes courbes rouges, c'est 1 sur N plus ou moins mon écart type. D'accord, donc en l'occurrence, en haut, j'ai 1,5 plus 1 sur racine de N, et en bas, j'ai du 1,5 moins 1 sur racine de N. Donc on voit que des fois, il y a des courbes jaunes qui en sortent. D'accord, donc ça veut juste dire que je suis que sur du 95%. Donc il y a une chance sur 20 quand même pour que même si jamais j'ai des tirages indépendants, enfin si jamais j'ai des tirages de pièces non truquées avec une probabilité 1,5, je dépasse les valeurs possibles. Okay, c'est encore une fois l'idée qu'il y a 95 chances sur 100 pour que je sois là-dedans. Donc une fois sur 20, avec 5 chances sur 100, je peux en sortir. Et c'est ce qu'on observe, j'ai quelques trajectoires ici qui en sortent. Okay, donc on a ces valeurs-là. Et ce qu'on observe, c'est que ma valeur à 50, la valeur que j'ai observée, elle est ici.
0,55%. Okay. Donc, ce qu'on voit, c'est que si jamais je suis plus petit que la valeur qui se trouve à peu près par ici, donc à peu près vers 400, okay. Donc si jamais j'ai moins de 400 tirages, moi, ce qu'on voit, c'est que c'est effectivement possible d'arriver dans cette région ici. Okay. C'est possible de dépasser 55%, même avec des tirages, même avec des pièces qui sont non truquées. Par contre, si jamais j'ai plus de 400 tirages, dans ces cas-là, il y a sûrement un souci. C'est que dans ces cas-là, effectivement, c'est plus du hasard et c'est sûrement qu'on a une pièce qui est truquée. D'accord. Donc, on peut récupérer comme ça des différentes valeurs. D'accord. Donc, c'est ça qu'on va essayer d'utiliser. Okay. Donc, je vais revenir sur la première propriété. D'accord. Donc, ce qu'on voit, c'est que en travaillant sur cette grandeur-là, donc en travaillant sur x bar moins 1,5, multiplié par la racine carrée de 4n, c'est-à-dire 2 racines de n, dans ces cas-là, je devrais avoir à peu près une loi normale n0. Okay. Dans ces cas-là, ce que je vais dire, c'est que je vais rejeter mon hypothèse H0 de pièces non truquées à partir du moment où j'atteins une valeur qui n'est pas raisonnable avec une loi normale. Pas raisonnable, dans un test à 95%, ça veut dire que je dépasse 2 en valeur absolue. D'accord. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire ici. Donc, ça, c'est la première méthode qui consiste à raisonner par intervalle de confiance, quelque part. Donc, on va donner un intervalle dans lequel j'ai confiance, l'autre intervalle de confiance, j'ai pas confiance. Donc, soit je rejette mon hypothèse H0, soit je la rejette pas. Okay. L'autre possibilité, c'est de travailler sur cette p-value. Donc, ce qu'on va se demander, c'est quoi la probabilité de tomber sur 55%. En tout cas, disons d'avoir une valeur qui soit plus grande que cet ordre de grandeur-là. Okay. Là encore, si jamais je tombais sur 58, ça m'intéresserait aussi, c'est que la pièce, elle est sûrement truquée. D'accord. Donc, je me mets sous l'hypothèse H0 et je me demande si jamais H0 était vrai, ce serait quoi la probabilité de tomber sur cette valeur-là. Et ça, c'est ce qu'on appelle la p-value. Donc, la p-value, ça va consister à dire, je vais m'intéresser à la probabilité de dépasser la valeur que j'ai pu observer. Donc là, j'ai fait mes tirages, là encore, donc j'ai toujours mes valeurs. Okay. Donc cette fois-ci, je m'intéresse aux mes valeurs qui sont... donc j'ai toujours, au lieu de travailler sur mon intervalle de confiance qui va se réduire, okay, ce que je vais juste me demander, c'est quoi la probabilité de dépasser, donc d'arriver dans cette région rouge en fonction des différentes valeurs de n auxquelles je me place. D'accord. Donc par exemple, si je me place en 200, okay, on voit qu'on a quand même pas mal de chances de tomber en dehors. Très précisément, on peut le calculer sur la partie juste en dessous. Okay, si je me place en 200, ce qu'on peut montrer, c'est qu'il y a à peu près 20% de chances de tomber soit au-dessus, soit en dessous de plus ou moins 5% par rapport à la valeur de P0 à 50%. Okay. Donc, une chance sur 5, 20%, c'est pas déraisonnable. D'accord. Donc, on n'aura pas vraiment confiance pour se dire, je pense que ma pièce est truquée. Non, il y a trop de doutes. Okay. Ce qu'on se dirait assez souvent, c'est de se dire, si jamais P est plus petit que 5%, dans ces cas-là, on peut raisonnablement se dire que l'hypothèse H0 était fausse. Okay. Et donc, c'est très exactement le graphe qui se trouve là. Donc là, c'est ma probabilité, c'est très exactement la p-value en fonction de n. Donc, si jamais je suis plus petit que mes 400, dans ces cas-là, ma probabilité, ma p-value, elle est trop grande. Et donc, je n'ai peut-être pas très envie de rejeter mon hypothèse H0 parce que je risque de me tromper. Si jamais je suis plus petit que 5%, je peux avoir, avec une certaine confiance, qui est très exactement cette p-value, rejeter mon hypothèse H0. Okay. Donc la question, c'est à quelle probabilité est-ce que je peux atteindre une valeur aussi extrême que celle que j'ai obtenue dans mon tirage. Okay. Je vous ai mis un petit exemple ici, je vous encourage à aller le regarder. C'est un test qui avait été fait, donc il y a une expérience pour savoir si jamais les médecins savaient lire des tests ou pas. Donc j'avais déjà fait une première discussion sur les probabilités bayésiennes. Et en particulier, ici, ce qu'il montrait, c'est qu'il présentait les statistiques avec deux lectures différentes. Okay, donc sur la probabilité de survie ou de non-survie soit de la chirurgie, soit des méthodes de type radiation pour traiter des cancers. Donc on donnait des statistiques présentées de manière différente et ce qu'on se demandait, c'est ce que préféraient les médecins. Okay. Donc ce qu'on voyait, c'était dans la formulation A, on avait 50% des médecins qui préféraient la chirurgie et dans une autre formulation, on montrait qu'on était à 84%. Et la question que je me pose, c'est est-ce que ce 50% et ce 84% sont vraiment différents? Okay. Est-ce que vraiment les médecins lisent les statistiques de manière différente ou alors c'est juste du bruit statistique? Donc je vous les laisse regarder, mais ce qu'on peut montrer, c'est qu'on peut faire les calculs. Okay. Et récupérer. Donc on fait toujours la même chose, on regarde l'écart entre les deux, on le normalise, et si jamais mon écart est trop grand par rapport à une loi normale N01, dans ces cas-là, je vais rejeter mon hypothèse H0. Donc c'est très exactement ce que j'ai fait dans cet exemple-là que je vous encourage à regarder. Autre cas classique, c'est la régression.
Donc, on le reverra quand on fera la partie 3 sur les modèles prédictifs. Donc, quand on fait une régression linéaire, on suppose que Y, qui est ma variable d'intérêt, est linéaire en X avec un bruit. Okay, donc, par exemple, ici, je me dis que la taille, elle est croissante avec le poids suivant une droite, puis j'ai un bruit qui est diffusé tout autour. Okay, donc, je peux estimer la pente en particulier. Donc, la pente, c'est si jamais j'étais indépendant, la pente serait égale à 0. Okay, donc, le fait de connaître le poids ne me donne pas d'informations sur la taille. Si jamais le poids est informatif, je vais avoir une pente qui est strictement positive ou strictement négative. Okay. Et ce qu'on va se demander, c'est est-ce que ce bêta, il est différent de 0. Donc, on va faire un test de est-ce que ma pente, elle vaut 0. Et ça veut dire que ma variable, elle ne sert à rien. Donc là, c'est un exemple très classique en science, c'est de dire est-ce que j'ai un effet? Est-ce que cette variable, elle est corrélée avec la variable qui m'intéresse? Okay. Et dans ces cas-là, si jamais c'est le cas, ça veut dire que j'ai une variable significative dans la compréhension de ma variable y. Donc, on va faire un test sur la pente. Okay. Et donc, on peut montrer qu'on peut faire tout simplement le ratio entre la valeur de la pente et son écart type. Donc, on a des moyens pour calculer l'écart type. Je vous passe là aussi les calculs, je vous renvoie un cours de régression si vous êtes intéressé. Mais on peut récupérer ça, puis j'en reviendrai un petit peu là-dessus quand je vous montrerai les sorties de nos régressions, mais on a toujours ces grandeurs-là qui sont données. Okay. Donc, ce qu'on va se demander, c'est est-ce que ce ratio, qui est supposé suivre là encore une loi normale N01, il est plus grand que 2. Okay. Donc, je regarde la valeur de la pente, mais je la normalise par son écart type. Okay. Si jamais ma pente, ma pente normalisée est en valeur absolue plus grande que 2, dans ces cas-là, je dirais que ce n'est pas 0, et donc que ma variable elle est significative. Okay. Donc, c'est beaucoup utilisé dans un contexte de régression. Donc, une variable est significative quand la pente associée, je ne peux pas la considérer comme étant nulle. Okay. Donc, on regarde la pente, mais là encore, j'ai un bruit statistique. Donc, si jamais j'ai une pente qui est faible avec un bruit statistique important, je pourrais admettre qu'elle vaut 0. Et dans ces cas-là, ma variable peut-être ne me sert strictement à rien. Voilà. Donc, c'est ce genre de choses qui se cache ici. Alors, juste pour finir, la p-value a été beaucoup controversée parce qu'il y a eu déjà il y a une espèce de dogme qui vient des articles de Fisher. Donc Fisher avait dû dire à un moment, donc je vous ai repris les phrases où il essaie de vous expliquer que peut-être que 5% c'est un ordre de grandeur qui a du sens. Okay, que si jamais on a une p-value qui est plus petite que 5%, alors on peut rejeter avec une certaine confiance l'hypothèse H0, l'hypothèse qu'on cherche à tester. Donc plus petite que 5%, c'est-à-dire qu'il y a une chance sur 20. En lançant à 20 phases, vous tombez sur 1. C'est pas fréquent, c'est pas exceptionnel, mais c'est, disons, suffisamment rare pour se dire que voilà, ça va être un seuil qu'on va essayer de retenir. Et le problème, c'est que le seuil qu'avait proposé Fisher dans un coin de table, dans un livre, est devenu une espèce de valeur dogmatique à partir de laquelle on est autorisé à publier des résultats dans certaines disciplines. Donc, c'est un peu ce que reprend le graphique de XKCD à droite, qui est de dire, quand vous tombez pile poil sur 0.5, généralement, les éditeurs n'aiment pas, parce que c'est pile poil le seuil à partir duquel on a envie de se dire qu'on a un souci. Okay. Juste après, c'est vraiment les valeurs qui vont vous déranger. Et quand on est juste en dessous, on est plutôt content. Donc, généralement, quand vous tombez sur 3%, ce genre de choses, il n'y a pas de souci. Le souci, c'est qu'effectivement, quand vous êtes on va dire, entre 4% et 10%, on ne sait pas trop. Mais voilà, c'est ce que nous racontent ces tests. Ces tests sont juste une manière, encore une fois, quand Fisher les propose, c'est vraiment juste comment est-ce que je peux vous aider à trancher. Moi, je vous propose quelque chose qui est cette p-value, mais qui est juste un outil. Encore une fois, beaucoup de choses en statistique sont des outils d'aide à la décision, mais le problème, c'est que dans certaines disciplines, c'est vu comme quelque chose vraiment de dogmatique et qui consiste à dire si jamais je n'atteins pas une valeur strictement plus petite que 5%, dans ces cas-là, je refuse d'en entendre parler. Et on se doute que les choses ne sont pas si simples que ça. Okay. Alors, il y a eu, encore une fois, il y a plein d'articles qui ont discuté cette histoire de p-value, et en particulier de son interprétation. Je vais revenir sur un problème qui a été pas mal souligné ces dernières années, c'est l'histoire de p-hacking. C'est que, comme le 5% est devenu un seuil critique important dans pas mal de publications, ça a biaisé beaucoup d'études. Donc, je vous en reprends une qui avait été largement critiquée par Andrew Gell-Mann, même si là encore, ça se trouve, c'est pas du p-hacking, hein, mais qui se posait la question du cycle menstruel des femmes et leur opinion politique.
Donc en fonction de le moment où on questionnait les femmes pendant leur cycle, en fonction de leur opinion politique, est-ce que leur réponse dépendait en fait de leur position dans le cycle. Donc il y avait toute une étude qui avait été faite, donc je vous renvoie vers l'article et vers différents éléments qui avaient été évoqués. Donc on voit apparaître effectivement des calculs. Donc en l'occurrence sur une présentation avec des barres plots, donc on va mettre des barres pour indiquer les valeurs. Donc ici on vous renvoie la valeur, puis on met des petites barres autour pour indiquer l'intervalle de confiance. Okay. Donc à partir du moment où les intervalles de confiance ici ne se croisent pas, ça va souvent dire qu'effectivement la p-value est plus petite que 5%, et donc on va accepter le fait que les deux barres sont différentes. Et donc que la variable de cycle menstruel est effectivement corrélée avec cette question qui est sur des positions politiques et sociales. Voilà. Donc dans cet article, on avait ça. Sauf que ce que note Andrew Gell-Mann, c'est que le problème n'est pas sur l'analyse des données, le problème il est sur la partie qui se trouve avant. Elle est sur la discussion de comment est-ce qu'on crée la base de données. Et en particulier, ce qu'ils montrent, c'est qu'ils font des exclusions, donc tout un certain nombre d'exclusions en fonction d'un certain nombre de critères. Donc on exclut certaines femmes, on exclut quand il y a une réponse qui est parfois un peu trop bancale. On va exclure suivant le fait que la personne soit en couple ou pas. Donc ils vont créer un échantillon qui va être basé sur des critères. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, j'ai envie de dire, sans envie de se dire, je vais enlever des données parce que celles-là, elles ont un problème. Okay. Le problème, c'est que enlever des données parce qu'on a un problème et voir le résultat après coup, c'est pas la même chose que enlever les données pour avoir un certain résultat après coup. La p-value, encore une fois, elle a été utilisée comme un critère pour savoir si jamais mon test est bon ou pas, mais ça ne devrait pas être une cible. C'est le principe de Goodhart. Goodhart avait dit, quand une mesure devient un objectif, c'est plus une mesure. Et c'est exactement ce qui se passe ici. La p-value est une mesure pour savoir si mon test est bon, mais le but n'est pas de créer des données qui me donnent une p-value qui va être associée. Et ce que montre Andrew Gell-Mann, donc il avait fait l'étude en essayant de demander des données aux auteurs, il les a eues, et il s'est amusé à faire plein d'exclusions possibles. Donc il avait créé tous les groupes possibles, donc je ne sais plus, on va dire qu'il y a 80 groupes possibles, et comme par hasard, le groupe qui a été retenu, c'est celui qui nous donne cette valeur-là pour la grandeur qu'ils essaient de mesurer, et donc qui vous donne un effet significatif. Donc on voit que dans beaucoup de publications, et c'est ce qui a donné lieu à beaucoup d'articles en particulier de pourquoi la plupart des résultats publiés sont faux, c'est que le fait d'imposer cette p-value en dessous plus petite que 5% comme dogme de significativité des valeurs fait qu'on a potentiellement parfois truqué les données pour récupérer des p-values significatives. Okay. En l'occurrence, ici, on n'est pas capable. Encore une fois, je n'ai pas envie de me faire attaquer en diffamation. Je ne dis pas qu'il y a de la p-value. Je dis juste que c'est assez étonnant que les données telles qu'elles ont été utilisées sont le seul cas pour lesquels on peut affirmer de manière quasiment certaine qu'il y a effectivement un effet significatif d'une variable sur une autre. En prenant d'autres arrangements possibles dans les données, peut-être y compris des arrangements abracadabrantesques, on n'aurait pas obtenu cet effet. C'est quand même un petit peu troublant. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour les histoires de tests, mais encore une fois, c'est une partie un peu importante, donc je pense que ma capsule était un peu longue, mais c'est un point très important dans la théorie de la décision et dans l'exploitation des données. Donc je suis désolé d'avoir parlé autant aujourd'hui, mais on se retrouvera. Je vais faire une dernière petite capsule sur les tests en particulier pour discuter des erreurs, ce qui sera utile en particulier quand on fera des classifieurs par la suite, où on essaiera de minimiser des erreurs des modèles qu'on va construire. Voilà, à très bientôt.